Parti. Merci Claudio d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Je te propose de manière générale et puis avant de te présenter, j'aime bien poser une question, je l'avais fait quelques fois dans le passé. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta dernière séance perso c'est sur ces derniers jours? Où je me suis entraîné. Ah, exactement. Et qu'est-ce que c'est? Euh, ma dernière séance perso, alors je t'avoue que là, j'ai coupé quasiment 2 semaines. Ma dernière séance perso, elle a 8 jours. Huit Ouais, jours. C'était une séance poids du corps, un circuit training basique. J'avais pas de matos, j'étais à l'extérieur, au bord de la piscine. on est Euh, voilà, je me suis trouvé un coin à l'ombre. J'ai fait un petit circuit, rien de bien méchant. J'ai fait pompe, abdos, squat, jump squat, blue gun, split squat en circuit comme ça. Et puis voilà. Ok pour l'entretien. Première question, disons, de notre échange, est-ce que tu peux te présenter et te présenter ton parcours pour tous ceux qui écoutent? Ça marche. Donc, Diana Claudio, actuellement préparateur physique en poste donc à la Svel féminin sur l'équipe professionnelle. Je suis au club depuis 5 ans maintenant. Je suis arrivé après le projet un petit peu de rachat de Tony Parker. Et du coup, voilà, je suis arrivé un peu pour un nouveau cycle, entre guillemets, une nouvelle page en tout cas pour l'histoire du club. Et dans mon parcours avant, j'étais déjà dans du basket féminin. J'étais sur Nice, j'étais au Cavigal Nice Basket, qui à l'époque évoluait en Ligue féminine aussi, donc qui est en gros la division 1 au niveau du basket. Euh, et au Cavigal, j'y ai passé aussi 5 ans avant de partir pour Lyon. Et durant ces 5 années, bah, je suis rentré classique, entre guillemets, un peu en tant que stagiaire, préparateur physique, parce que j'étais en STAPS. Donc voilà, donc j'ai fait mes deux années stage master. Et puis au fur et à mesure, dans la structure, j'ai ouvert un peu des portes. Encore une fois, il n'y a pas énormément de structuration, c'est du basket féminin, donc t'as pas forcément, peut-être comme dans le foot, un prépa physique dans tous les clubs pro. Donc, je suis arrivé en tant que préparateur physique sur le centre de formation, un peu la réathlétisation des joueuses professionnelles. Et puis, sur les dernières années, je m'occupais à la fois de la préparation physique du centre de formation sur Nice et à la fois la préparation physique de l'équipe pro, en gros. Voilà. À la base, je suis pas sport co. Je suis sport indiv, donc je viens des sports de combat. J'étais karatéka avant. Donc avant de rentrer dans le basket, j'étais entraîneur en karaté, j'étais compétiteur aussi, et puis voilà en gros un peu pour le parcours. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te diriger vers un sport collectif, toi qui étais de base issu d'un sport individuel? La curiosité, en fait, moi dans mon sport, bon, même si tu as une certaine fraternité, si tu veux, avec tes frères d'armes, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on se met des coups, et des fois on a des échéances un peu en équipe. T'as pas la dynamique, si tu veux, et l'environnement, malgré tout, d'un sport co, vraiment, d'équipe, faire évoluer une équipe ensemble, etc. En sport indiv, même si tu travailles avec plusieurs partenaires d'entraînement, il y a des choses bien précises et des écarts qui sont gros, beaucoup plus conséquents, et il n'y a pas forcément d'objectifs communs, surtout. Donc, c'est plus, on va dire, la curiosité. Je voulais voir un peu, moi, je suis arrivé dans le karaté, j'ai fait quasiment toute ma carrière de sportif dans le karaté, en fait. Et du coup, j'avais envie de toucher à un sport co en dehors des foot du dimanche, si tu veux. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, profites-en de l'opportunité, on va dire, que tu as de faire un stage avec une fac de sport durant ton cursus, etc., pour aller toucher un petit peu à d'autres sports, quoi. Et puis voilà. Et tu as eu d'autres activités ou est-ce que le basket tout de suite t'as mis un pied dedans et du coup tu y es resté? Non, après, j'ai toujours eu plus ou moins, si tu veux, une activité, un peu de consulting à côté, où tu t'occupes un peu d'autres sports. Bon, forcément, j'ai fait des combattants aussi. J'ai fait des jeunes sportifs qui étaient dans les sports de moto, tu vois, des choses un peu différentes aussi. Mais le basket a très vite, on va dire, en tout cas, pris de la place. Après, c'était un peu du coaching, donc c'est au-delà, enfin, c'est plus vraiment les mêmes objectifs, on va dire. Mais sinon, le basket a rapidement quand même pris de la place, si tu veux.
dans ma vie, on va dire, professionnelle, quoi. Après, c'était partagé entre le basket et le karaté dans un premier temps quand j'étais à Nice. Et quand j'ai bougé pour le projet sur Lyon, là, par contre, c'était intégralement du basket, quoi. Hyper intéressant. Au niveau de tes formations et du cursus que tu as suivi, tu as suivi un parcours STAPS, tu nous as dit, est-ce que tu as fait d'autres formations à côté? Ouais, ouais, bah, quand j'ai terminé le STAPS, j'ai fait une formation qui était sur Lyon à l'époque, je sais plus si elle existe encore d'ailleurs, qui s'appelait le DS2PS avec Format Sport, qui était un organisme de formation, qui était à la fois, si tu veux, un objectif bah, de faire un truc un peu supplémentaire, parce que j'avais encore envie d'apprendre des choses, si tu veux, à la sortie de mon master. Et à la fois pour rencontrer des gens qui intervenaient sur la formation aussi, donc faire un peu de réseau aussi auprès de ces personnes-là. C'était important pour moi, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est pour ça que je fais toujours des formations. Euh, mais voilà, en gros, un petit peu la formation que j'ai fait qui a duré à peu près un an sur ça. Et après, j'ai fait d'autres formations un peu plus, on va dire, spécifiques pour FTS. Avec, alors là, c'est Calif qui le fait, avec Arnaud Ferrec et Xavier Dumelier. Donc il y a deux niveaux, enfin il y a deux séquences, il y a la partie traîneur et la partie spécialiste. Donc quand je suis arrivé à Lasvel la première année, j'ai fait la formation traîneur, j'ai fait les trois niveaux en gros. Et après là, je me suis engagé sur la formation spécialiste qui est un peu plus longue, qui est sur quasiment un an, plus ouais, à peu près un an, on va dire. Euh, et qui demande un peu plus de temps et de travail, on va dire. Ok. Voilà, la formation, et je crois que j'en oublie pas. Euh, Non, je crois que j'en oublie pas. Et au niveau de Pro FTS, tu peux dire deux mots sur ce que, parce que c'est une formation, moi j'avais échangé avec plusieurs collègues qui l'ont faite. J'ai vu pas mal de choses passer forcément. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste? Ouais, alors tu as la partie traîneur si tu veux qui t'apprend un peu plus à observer le mouvement et essayer de le corriger si tu veux à travers alors soit des enroulements élastiques, mais c'est pas non plus on va dire tout l'outil, on va dire, de la formation. C'est une partie de la formation. Manipuler un peu plus l'isométrie aussi pour avoir des résultats, par exemple. Et voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une boîte à outils et des billes de façon un peu plus conséquente pour observer le mouvement et le corriger. Avec, on va dire, des portes d'entrée qui sont des tests. Et qui ensuite, alors, sur le test, tu as l'overhead squat, tu as du squat latéral, tu as de la fente tout en overhead, si tu veux, par exemple, qui sont les trois niveaux de base où tu observes le mouvement. Et en fonction de ça, l'idée, c'est de réfléchir un peu plus en termes de chaîne musculaire, si tu veux, et d'essayer d'apporter des corrections. Alors, soit par un élastique, parce que ben, c'est ce qu'il y a en fait comme outil de plus portatif et de plus versatile, soit par une autre contrainte, si tu veux, où tu modifies un peu l'environnement. C'est vraiment le fond de la formation, c'est essayer de jouer avec l'environnement pour apporter les modifications comportementales, en gros, que tu attends chez ton sportif dans un mouvement, dans une situation ou un contexte donné, en gros. Et sur la partie spécialiste, tu rentres un peu plus dans une dimension bioméca, anatomie beaucoup plus pointue, si tu veux, où tu as des positions, on va dire, de tests données, et où tu vas un petit peu évaluer ta réponse proprioceptive, si tu veux, à travers ces tests-là. Et après, pareil, l'idée, c'est d'être un peu plus précis. Là, au lieu de travailler à travers un mouvement ou un comportement donné, tu vas être un peu plus précis dans des positions données pour essayer d'isoler un peu plus certains muscles, chaînes musculaires ou autres, pour essayer de soit les remettre dans la boucle, soit voir un peu ce qui dysfonctionne et corriger tout ça. Voilà, en Ok, gros, un peu les deux niveaux de formation. ok, top. Euh, Au niveau de la structuration du club, du coup, on revient un peu sur le basket. Quand tu Ouais. es arrivé, dans quel contexte tu es arrivé et qu'est-ce que tu as mis en place depuis 5 ans à Lasvel? Ça a beaucoup changé. Alors, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de poste en fait de préparateur physique attitré, si tu veux, dans le sens où en général, c'était soit les assistants qui s'en occupaient, soit tu peux avoir un prépa physique des fois qui vient sur les débuts début de saison parce qu'il y a un peu plus de travail, et ensuite qui vient de manière un peu, comment dire, spontanée dans la saison. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup observé. J'avais pas forcément la place que j'ai aujourd'hui.
dans le sens où bah, fallait que je m'intègre avec des staffs qui n'ont pas forcément l'habitude de bosser avec des préparateurs physiques et des gens qui font que la partie, on va dire, mais, physique des joueuses, même si le métier ne se résume pas qu'à ça. Mais en tout cas, sur la première année, ouais, j'étais un peu moins, on va dire, force de proposition. J'étais un peu plus dans, dans l'aspect de mettre à disposition et d'essayer parce qu'il fallait que je me fasse ma place aussi, tu vois, d'essayer d'amener des choses, d'amener des solutions, si tu veux, quand il y avait des problématiques qui se posaient. J'étais un peu moins consulté, si tu veux, au départ, ce qui est normal, on ne te connaît pas, on ne sait pas de quoi tu es capable. Donc, on observe, on voit les initiatives que tu prends, et puis au fur et à mesure, si ça marche, bah, voilà. Mais je t'avoue que j'ai une transition, si tu veux, où à Nice, ça faisait 5 ans que j'y étais, et comme je te l'ai expliqué, j'avais vraiment une place où bah, tu es consulté. On te demande ce que tu en penses régulièrement à différents on va dire, strates du travail. Là, c'était un peu moins le cas parce que j'étais le nouveau, quoi. Donc sur la première année, c'était un peu, voilà, un peu, bah, je me mets à votre disposition, je suis dans le coin si vous avez besoin. Et des fois, je viens, je vous pose des idées quand je vois que ça coince un petit peu au niveau des dynamiques, des méthodologies, des choses comme ça, quoi. Donc la première année, si tu veux, quand je suis arrivé, c'était un peu ça. Et j'ai essayé de respecter un peu la règle du 80-20, si tu veux. Je te laisse faire les 80 que tu as l'habitude de faire, dans les ancrages que tu es, dans les croyances que tu es, dans toute l'expérience que tu as aussi. Je t'amène 20% de nouveautés. Et puis petit à petit, l'idée, c'est de grappiller un petit peu parce que bah, tu rentres dans la confiance des gens, tu prends du crédit et après, bah, le 80-20, c'est toi qui l'as et les autres te suivent, quoi. Mais voilà en gros un petit peu ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Si tu veux, on a eu différents coachs aussi. Donc, bah, aujourd'hui, dans le staff, par exemple, c'est moi le plus ancien. Donc, du coup, ça fait bizarre. Tu te dis, ça fait pas si longtemps que tu es là et c'est déjà toi le plus ancien. Mais en gros, si tu veux, ouais, il faut aussi à chaque fois te recalibrer dès qu'il y a un nouveau staff, un nouveau coaching, en tout cas, staff qui arrive. Il faut te recalibrer à chaque fois, sauf qu'il faut aller de plus en plus vite, quoi. Donc voilà un petit peu l'évolution. Au niveau des missions, bah, bien évidemment, on a beaucoup évolué aussi, hein. Quand je suis arrivé, on n'avait pas tout ce système de suivi, on n'avait pas les balises. Alors, on n'a pas de GPS vraiment à proprement parler, mais on n'avait pas les balises catapultes. On n'avait pas de plateforme, si tu veux, de centralisation. On n'avait rien de tout ça. Donc, du coup, bah, à l'ancienne, hein, tu prends un tableur, un petit papier, tu fais remplir les trucs et tu crées un petit peu au fur et à mesure ça comme ça. Et plus tu prends de place, on va dire, et plus tu peux aussi mettre des choses en place pour le staff, pour les joueuses et pour la structure, quoi. Donc voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de team manager, si tu veux, plus par rapport au déplacement. Et j'ai une casquette de, on va dire, prépa physique, plus dans le sens où je suis consulté maintenant et pour la périodisation et pour tout ce qui est travail de programmation dans la structuration des semaines, ce qui n'était pas forcément le cas au début. La régulation des charges, le travail sur la réathlétisation. Donc maintenant, il y a un beau pan, on va dire, de missions qui me sont ouvertes, on va dire. Combien vous êtes de personnes dans le staff? Alors l'année dernière, on avait deux coachs, un coach principal, un coach assistant, une kiné, un prépa, et moi j'avais en général une stagiaire. En général, j'essaie d'avoir une stagiaire depuis 2 3 ans, j'essaie d'avoir une stagiaire par saison. Vu qu'on a un peu grossi, si tu veux, ça permet aussi de décharger un peu le travail sur ça. L'année prochaine, on va intégrer un nouveau coach. Donc du coup, on sera trois coachs, un kiné et un prépa plus un stagiaire. Voilà. En gros, donc ça aussi entre 5 à 6 personnes, on va dire, sur le staff. Ok. Sur l'activité basket, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les spécificités du basket, de l'activité que tu as découverte? Alors, on va parler plus précisément peut-être du basket féminin parce que tu as déjà, Ouais. si tu veux, un gap un peu athlétique, notamment dans la verticalité entre le basket masculin et le basket féminin. Mais au-delà de ça, c'est une activité, on va dire, qui demande
la répétition quand même d'efforts relativement explosifs. On est sur quand même des petites surfaces de terrain. Donc ça veut dire que tu vas avoir des répétitions de changement de direction également, de manière assez conséquente aussi. Voilà, après, c'est en général les formats de match sont des cartons de 10 minutes. C'est le même format que chez les garçons aussi. Que tu peux retrouver. Donc, tu as 4 cartons de 10 minutes, en gros. Et c'est une activité qui, relève quand même essentiellement de la capacité à la fois à répéter des efforts explosifs et des changements de direction, des accélérations également, avec une disparité forcément aussi, si tu veux, dans les postes de jeu. Euh, et c'est très dépendant aussi du style de jeu et des systèmes de jeu appliqués. C'est-à-dire que tu as une joueuse qui peut rester dans le coin du terrain pendant peut-être 20 secondes si tu veux, parce qu'elle n'a pas un rôle ou elle va pas avoir énormément la balle. Mais elle a quand même sa position, si tu veux, et sa place dans le système qui fait que elle va avoir un temps peut-être un peu plus mort, si je peux dire, sur une phase de jeu qui va être jouée, par exemple, si tu veux. Donc ça fait aussi des disparités dans les charges de travail, entre guillemets, dans les efforts produits. Donc voilà, l'idée, c'est de bien comprendre les spécificités de chaque poste pour essayer également de leur proposer euh, un travail qui permette d'avoir un niveau de forme dans l'équipe qui soit assez homogène aussi vis-à-vis de ça. Euh, et puis derrière ça, tu as aussi une composante où tu es amené à rentrer et sortir. C'est-à-dire qu'il y a des temps où tu vas rentrer et sortir, tu vas aller t'asseoir. Tu peux t'asseoir 2 minutes comme 10 minutes. Donc, c'est aussi avoir cette capacité à rentrer, être efficace de suite, quoi. Et c'est pas parce que tu commences dans le 5 on va dire, de départ, que tu vas y rester pour 10 minutes. Tu peux y rester pour 1 ou 2 minutes aussi, ça peut arriver. Donc, il doit y avoir cette capacité à se remobiliser aussi assez rapidement. Voilà. Et après, je dirais que tu as une demande cognitive qui est assez importante aussi. Et de par la précision, si tu veux, que demande le fait de mettre un panier de basket déjà. Et également aussi de par l'information, mine de rien, c'est des petits espaces. Si je devais comparer ça à un terrain de foot, si tu veux, un terrain de basket, c'est beaucoup plus petit. C'est des petits espaces où tu as 10 personnes qui sont réunies, en gros, et où il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, il faut être en capacité à prendre de l'information sur un petit champ, on va dire, visuel. Et du coup, c'est très, on va dire, énergivore sur le plan aussi attentionnel et cognitif par rapport à d'autres sports où tu as un peu plus d'espace, un peu plus de champ visuel et où tu as plus de temps pour prendre l'information. Hmm. Ouais, et comme tu dis, ouais, les enchaînements d'actions sont plus rapides d'un passage à l'autre, ou c'est vrai que dans le foot, des fois, on peut avoir des attaques rapides, des attaques placées, ça dépend du style de jeu. Mais parfois, des phases de possession peuvent durer 1 à 2 minutes. Au basket, c'est 24 secondes, 20 24 secondes et il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. c'est ça, 24 secondes maximum. Ok, intéressant. Ça me fait aussi penser ce que tu dis par rapport voilà, à cet aspect de les remplaçantes qui rentrent, qui sortent de manière enfin, rapide, les joueuses qui rentrent, qui sortent. C'est comme le handball. Ça pose la question aussi de l'échauffement, parfois, alors, parce qu'on se pose la question de que son joueur ou sa joueuse doit être apte à rentrer à tout moment. Parfois, on prend du temps pour les échauffer juste avant qu'ils rentrent. Vous, c'est vrai que c'est une activité où, comme tu dis, des fois, pendant 10 minutes, tu peux être dehors et si le coach décide de te faire rentrer, tu peux en direct. C'est ça, c'est ça. Ben, c'était la grosse. D'ailleurs, je me suis posé la question, enfin, à moitié, je me la suis posée, mais tu vois, quand j'étais allé voir un petit peu les matchs de foot, je me disais, tain, mais eux, dès qu'une joueuse est sur le côté, elle passe du temps à s'échauffer. Enfin, le préparateur physique sur le match, il est vraiment mobilisé, tu vois, par exemple, où ben, toutes les joueuses qui sont prêtes à rentrer ou autres, tu peux être en mesure de devoir les échauffer pendant un temps donné, etc., etc. Nous, non, c'est pas le cas. En général, tu as une tribune, tu as un banc. L'espace, il est assez restreint. Ça dépend des salles où tu vas, tu as plus ou moins d'espace sur le côté. Mais en général, il faut quand même que la joueuse soit dans le champ visuel du coach parce que ben, s'il décide de l'appeler, il faut qu'elle soit rapidement en place parce que comme on a discuté, les phases de jeu vont très vite. Donc quand tu demandes changement, il faut que la joueuse elle aille vite sur le banc, on va dire, pour changer et rentre sur le terrain. Donc ça te demande d'être assez près quand même du terrain.
et assez près, on va dire, du coach et du banc. Donc ouais, c'est un peu ça. Donc en général, nous, ce qu'on a pour garder les joueuses échauffées, en général, les joueuses qu'on garde échauffées déjà, c'est des joueuses qui parfois ont des problématiques un petit peu, si tu veux, type arthrose, tu vois, ou de la chondro, des choses un peu articulaires où ça demande quand même un, un entretien en termes de température, de chaleur, de viscosité, etc. Et du coup, on essaie de pallier à ça. En général, tu as un petit vélo sur le côté du terrain, mais c'est pas tout le temps le cas. Quand tu vas jouer à l'extérieur, des fois, il n'y a pas d'obligation d'avoir un vélo sur le bord du terrain. Donc, bah, tu sors des petites bandes élastiques et tu fais ton petit travail, des fois assis sur le banc ou autre. Voilà. Et si on a vraiment des cas un peu chauds, où la joueuse s'est fait mal ou autre, en général, là, on prend l'initiative, si tu veux, de se mettre un peu sur le côté et quand même de la garder, on va dire, chaude pour être prête à rentrer. Mais c'est vrai que toute cette phase d'échauffement, en général, elle est faite en amont et les filles s'assiedent, rentrent, etc. Tu Donc, es un peu moins contraint aussi par rapport au climat et aux variations de température dans une salle que ce qu'on peut rencontrer nous dans le foot. Ça, je vois ta tête. ouais, non, parce que des fois, en fait, tu sais, les salles, en général, c'est des grands complexes Ouais, et en fonction des villes où tu vas, c'est pas forcément chauffé. Donc, ça peut t'arriver d'être dans. Alors, il fait quand même moins froid que dehors, je te l'accorde. Mais ça peut t'arriver d'être dans une salle, on va dire, où ouais, il fait pas très chaud non plus et tu le sens direct au niveau des tendons, des articulations. Ça demande un échauffement beaucoup plus long, en fait, en termes de durée, quoi. Donc, ça, je me rappelle, c'est des phases sur l'hiver où, notamment sur les entraînements, un peu moins sur les matchs parce que la durée d'échauffement est assez longue, mais sur les entraînements, on avait tendance à passer un peu plus de temps sur des phases où tu faisais monter un peu la température corporelle parce que comparé à l'été, ça peut passer du simple au double en termes de temps, on va dire, à arriver à la bonne température pour être prêt, quoi. hum. Mais, Ah, c'est intéressant. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai été dans la recherche d'une stratégie et d'une solution. J'en ai discuté sur mon précédent podcast que j'ai sorti hier d'ailleurs, au moment où on enregistre là, avec professeur Martine Duclos, où il existe des sortes de pédaliers. Tu sais, je cherchais à trouver un système comme ça où je me suis dit qu'en l'hiver, tu vois, typiquement, c'est une manière assez simple quand il n'y a pas de vélo à transporter, de le mettre en bas du banc. Je n'ai pas trouvé pour l'instant la solution, mais en tout cas, c'est une idée. C'est vrai que d'avoir un vélo, ça te permet d'avoir des mouvements et des leviers articulaires qui chauffent en profondeur l'articulation, gardent une certaine température musculaire. Les pédaliers qu'on peut retrouver chez les personnes âgées, c'est pas encore la solution, mais ça peut être une idée. Ok, génial. sur les bords de banc, ça, tu vois, ça a ouvert un marché, si tu veux, c'est que on a de plus en plus de joueuses qui mettent des genouillères chauffantes ou réfrigérantes, des ceintures, enfin, tu sais, tout ce qui peut t'amener ou conserver la chaleur, en fait. Alors, c'est très passif, du coup, mais c'est vrai que moi, depuis quelques années, je vois de plus en plus de joueuses arriver avec ça, quoi, notamment au niveau des genoux, pour que ça reste chaud, entre guillemets, quoi. Ok, intéressant. Et même en cutané, il peut y avoir les baumes chauffantes. Voilà. C'est Aussi. superficiel, mais ça peut marcher aussi. Hyper intéressant, cette activité, du coup, à répétition d'efforts explosifs, elle est quand même, du coup, c'est une activité ouverte, mais qui reste assez fermée quand même, parce que quand tu y penses, tu me dis, il y a une action au maximum toutes les 24 secondes, ça peut être plus rapide, mais ce qui fait que dans les stratégies d'entraînement, on va pas, enfin, si, je me doute que ça arrive forcément dans des phases spécifiques, ou enfin, plutôt dans des phases générales de travail, mais c'est rare qu'on se fasse des actions beaucoup plus longues de 1, 2, 3 minutes. Alors, Euh, euh, ça dépend de comment tu vois les choses. Sur la phase offensive, c'est 24 secondes. Mais après, si tu es amené à transiter et à basculer sur une phase défensive, tu vas être quand même être en activité, tu vas rebasculer, alors sur un type d'effort qui peut être un peu différent, Bien sûr. mais tu vas rebasculer sur 24 secondes. Mais ça permet encore quand même de compartimenter en tout cas les choses, là où C'est je te clair. rejoins. Ça permet quand même de compartimenter les choses et aussi d'orienter tes contenus et ta méthodologie d'entraînement où tu sais que bah, au maximum offensivement, tu as 24 secondes et au maximum en général défensivement, tu as 24 secondes. Alors, tu as quand même des règles, c'est-à-dire que si le ballon, par exemple, je te prends un exemple, mais si le ballon touche le cercle, ça rajoute du temps, tu vois. Quand il y a un tir qui est tenté, si le ballon touche le cercle, ça rajoute du temps.
Si la balle sort, tu vois, et tu peux avoir du temps additionnel qui fait que la phase offensive peut être un petit peu rallongée. Mais oui, en général, sauf si vraiment l'équipe en face est d'un niveau défensif vraiment bien inférieur, il y a au bout d'un moment où tu vas perdre le ballon quand même, soit sur un tir raté, soit sur une sortie de balle, et qui fait que ça va rebasculer, si tu veux, dans la phase défensive, quoi. Hmm. Du coup, sur le match, tu parlais des capteurs et des balises qui peuvent t'aider à monitorer plutôt ta charge externe. Est-ce que du coup, tu as des chiffres à partager? Parce que j'ai pas forcément d'idée sur ce qu'un match de basket peut engendrer en termes de déplacement. On n'a pas de, comme tu disais, en fait, nous, comme on a un sport indoor, il faudrait qu'on soit équipé dans toutes les salles où on va D'un système de captation. qui renvoie le signal GPS, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on va sortir, ça va être plutôt toute la partie accélérométrie. Et les données qu'on regarde, en général, c'est les player load, les actions à haute intensité et la player load par minute. Voilà. Après, on regarde dans un deuxième niveau d'analyse, mais un peu moins par rapport au match. On peut regarder les équilibres, si tu veux, en termes d'accélération gauche-droite, des choses comme ça. Tout ce qui est, on va dire, données asymétriques. Ouais, on n'est pas en capacité d'avoir une data directe, si tu veux, on est en train de regarder là pour l'extrapoler, peut-être, mais on n'est pas en capacité d'avoir une data directe en termes de métriques sur la vitesse, par exemple. J'ai pas de vitesse pic ou de vitesse moyenne sur la séance. Et j'ai pas de distance parcourue, si tu veux, sur, sur les données que je recrute, quoi. Donc, je regarde plutôt la player load en général et la player load par minute. C'est les deux grosses datas assez basiques et simples. Ok. De toute façon, selon les postes, on peut faire, ça varie forcément, mais du coup, on se doute que si on y réfléchit par rapport à la longueur d'un terrain de basket et par rapport aux actions qui doivent s'enchaîner au maximum toutes les 24 secondes, ça donne une certaine fourchette voilà, de distance. Mais les distances, les mouvements de transition, comme je les appelle moi, du coup, ont une part hyper importante dans toi, ton Ouais. analyse et ton La suivi. grosse différence aussi, c'est les temps de jeu, en fait. Hum, Parce que tu peux avoir une distance moyenne par poste qui va peut-être un peu plus te parler. Une intérieure, ça va courir X kilomètres, par exemple, sur le match. Euh, mais par contre, en fonction de combien elle joue, tu vas avoir un décalage qui va être assez conséquent aussi. Donc c'est pour ça il faut vraiment encore plus, j'ai envie de dire déjà qu'il faut le faire de base, mais encore plus contextualiser les résultats qu'on sort. Parce que le fait que la joueuse ait joué 10 ou 25 minutes ou des fois 35, euh, faut forcément donner des chiffres beaucoup plus ahurissants, on va dire. Tu dis, wow, comment ça se fait? Et quand tu regardes le temps de jeu, tu dis, ah ouais, en effet. Donc ouais, c'est un peu la grosse différence. Mais ça a permis quand même de, si tu veux, je te prends un exemple tout bête, mais tu vois, on pense que en général, tes joueuses extérieures, tu sais, comme c'est plus petit, c'est plus agile, c'est plus athlétique, entre guillemets, de manière générale. Et encore, ça peut être discutable par rapport à tes joueuses intérieures qui sont plus grandes, forcément. Donc, en termes de coordination, des fois, c'est un peu plus difficile et tous ces aspects-là. Tu peux être amené à penser très rapidement que c'est tes joueuses extérieures qui vont parcourir le plus gros volume, on va dire, de courses. Et nous, cette année, sur les datas, par exemple, en termes de player load, tu vois, on s'est rendu compte que les joueuses qui avaient le plus d'action, si tu veux, et de mouvements enregistrés, ça restait tes joueuses extérieures parce que pendant que ta joueuse intérieure, pardon, parce que pendant que ta joueuse extérieure, elle va de, par exemple, la première ligne à 3 points à la deuxième ligne à 3 points, forcément, la distance elle est moins conséquente que ta joueuse intérieure qui est sous le panier et qui doit aller se placer peut-être sous l'autre panier, si tu hum. veux. Et ça, ça a permis aussi de se dire, ouais, bon, faut faire aussi attention à comment tu manages tes joueurs extérieurs parce que tu peux croire comme ça de manière visuelle qu'elles courent moins, mais en fait, elles peuvent être amenées. Alors, c'est pas tout le temps le cas, bien évidemment, hein, mais c'est pas surprenant qu'elles puissent être amenées à courir plus en fait euh, que tes joueurs extérieurs, si tu veux. Donc, c'est des petits trucs comme ça où tu te dis, ça permet d'amener un peu d'objectivité à des choses sur lesquelles tu penses que c'est pas forcément évident comme ça en observant les choses. Ouais, ça peut être contre-intuitif parfois, et c'est vrai que la donnée, du coup, elle est au service du coup
de ces analyses. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'épidémiologie et les différentes blessures que tu peux retrouver, en particulier voilà, dans le basket féminin? Ouais. Sur le basket féminin, en général, tu as pas mal de pathologies du membrane quand même. Je t'avoue que depuis que je suis ici, j'ai fait très très peu, voire pas, de pathos d'épaule, tu vois, qui soit vraiment, on va dire, qui nécessite une réathlétisation. Alors après, ça peut être un petit peu des routines de travail, si tu veux, ou du travail un peu spécifique mis en place pour augmenter ou optimiser une épaule ou autre. Mais ouais, enfin, on n'a jamais eu affaire à ça, depuis que je suis là en tout cas. Par contre, sur des pathos de mémoire, bah ouais, tu as des joueuses qui arrivent avec des arthroses précoces en général, beaucoup de chondropathie, des pathologies de cheville avec des instabilités chroniques en général dues aux répétitions d'entorse. Tu peux avoir des problématiques de hanche aussi. Euh, alors, pubalgie, on n'a pas eu des masses. On a très souvent, enfin pas très souvent, mais on a aussi affaire des fois à des conflits de hanche qu'il faut manager. Donc voilà, et après, c'est de la patho de genou en général, soit de type articulaire, soit de type tendineuse. Euh, voilà. Après, bien évidemment, tu as toujours c'est un sport de pivot, donc forcément, les ligaments croisés sont mis à rude épreuve. Donc, tu as aussi quand même du ligament croisé qui arrive assez fréquemment, on va dire, dans ce type de sport-là. Ok. Au niveau de la cheville, c'est vrai que j'avais lu pas mal de choses sur ça, mais a priori, de ce que j'ai écouté récemment, c'est en train de changer. C'est un sport où on a quand même vu depuis des années des chaussures avec des prises assez hautes au niveau des malléoles, voire plus, tu vois, hyper rigides. Du Ouais. coup, ça aide pas. Quel est ton avis là-dessus? Non, non, enfin, ce que je veux dire, si un strap peut pas empêcher une cheville de twister, si tu veux, alors ça va juste limiter, on va dire, la gravité de l'entorse, mais je vois pas, non, une chaussure, ça est un petit peu dans les croyances, c'est un outil marketing, je pense. Mais non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que bah, les chaussures se desserrent assez rapidement quand même, malgré tout, même si t'as beau les serrer, bah, tu mets des contraintes. Quand tu regardes les photos ou les ralentis vidéo des joueurs de basket, quand tu vois comment la chaussure se déforme quand il y a un changement de direction, tu comprends très très vite que c'est pas la petite portion de coton supérieur ou même de cuir, si tu veux, qui dépasse de la cheville qui va sauver la cheville de l'entorse, quoi. Quand tu vois comment la partie la plus rigide de la basket, qui est la semelle, si tu veux, et toute la partie où c'est lacé qui se déforme, plus. Non, par contre, ce qui peut prévenir ça dans la chaussure, c'est peut-être les techniques de lassage. Euh, voilà, la façon dont tu lasses ta chaussure en fonction de la forme de ton pied, ça, par contre, on avait un ancien kiné là chez les gars du côté masculin qui faisait vraiment attention à ça. En fonction des formes de pieds qu'il y avait, il conseillait des formes de lassage de la chaussure pour stabiliser le pied dans la chaussure et éviter et les entorses du médio-pied et les entorses au niveau de l'arrière-pied aussi, quoi. Donc ça a un peu plus de sens pour moi si tu veux. Voilà. Et serrer vos chaussures quoi aussi. Parce que c'est aussi élémentaire que ça, mais bon, tu sais, des fois, t'as, t'as une paire, si tu veux, tu viens de la mettre, t'as pas l'habitude ou t'aimes pas trop être serré dans ta chaussure. Alors bon, tu vas serrer un petit peu, mais comme je disais, quand tu vois comment ça se déforme, il faut la serrer, la chaussure, il faut bien la serrer. Ouais, parce que le pied il bouge et après ça Et peut puis, tu as un poser terrain qui accroche, quoi. T'as pas un terrain qui est glissant, donc les contraintes de freinage, elles sont énormes, quoi. au niveau de ces bateaux, bah, dans ton fonctionnement, qu'est-ce que tu mets en place? Alors évidemment, on ne fait pas que de la prévention, mais qu'est-ce que tu mets en place dans ton fonctionnement pour essayer de pallier à tout ça? Alors, j'espère que ça va pas te choquer, mais j'essaie de parler, on va dire, de prévention le moins possible. Et j'essaie vraiment, on va dire, d'intégrer, on va dire, la partie plus facteur limitant, si tu veux, à la performance, et plutôt de l'approcher comme ça auprès de la joueuse. Parce que qui dit prévention, des fois, dit blessure, si tu veux, et j'ai pas envie d'envoyer le travail qu'on fait à quelque chose de négatif ou d'anxiogène en tout cas. Donc en fait, tous les petits facteurs limitants ou ce que j'estime qui peut être, on va dire, préjudiciable pour la joueuse,
Je vais le glisser, si tu veux, alors soit dans des phases de travail individuel où on peut se retrouver autour des entraînements, sur des séquences de 15-20 minutes, par exemple, soit sur des séances de musculation où il y a un ou deux mouvements qui vont être dédiés à travailler la région concernée, le mouvement concerné, etc. C'est les deux axes, on va dire, majeurs sur lesquels j'essaie de réguler les choses. Et je vois aussi, j'essaie de toujours faire un lien avec l'entraînement et la compétition. Et je vais régulièrement au contact des joueuses pour savoir comment sont les sensations, en fait. Parce que moi, l'objectif à la fin, c'est peu importe si je comprends pas de A à Z comment ça marche. Des fois, ça arrive, tu vois, t'as l'idée, t'as le truc un peu, tu dis, on va essayer ça. Et c'est seulement après coup que tu te dis, ah oui, c'est pour ça que ça a marché, tu vois. Mais tu as quand même essayé de mettre des choses en place, tu as quand même essayé d'expérimenter un petit peu des choses avec la joueuse, parce qu'elle t'a fait un retour aussi sur ce qu'elle ressentait sur le terrain, à quel moment, sur quel mouvement, sur quelle phase de jeu, etc. Et moi, l'objectif, bah, c'est de répondre à la problématique. Et puis en général, au fur et à mesure, je vais au contact de la joueuse après l'entraînement, après le match. Je prends son retour en compte et on affine. Alors soit je change d'exercice, soit je change de méthodologie, soit je change de programmation, ça peut arriver aussi. Et j'essaie en tout cas de réduire petit à petit, si tu veux, l'entonnoir, on va dire, et refermer les taux sur une problématique qui à la base était peut-être majeure, si tu veux, ou importante, et qu'elle devienne minime ou autre. Donc, le retour des joueuses, au final, va être central aussi dans ton fonctionnement. Ouais, c'est primordial même. Parce que je vais peut-être presque plus prendre ça en compte, si tu veux, que le protocole qui a prouvé que. Parce que le protocole qui a prouvé que, en général, il est forcément fait dans des conditions assez décontextualisées. C'est aussi les limites, si tu veux, de ce type de choses-là. Et nous, on a toujours un contexte. Donc j'ai besoin de savoir aussi quel paramètre a pu faire flamber ou pas la région concernée et des fois qui n'est même pas de mon ressort, hein. Et du coup, c'est pas pour autant que tu dois tout remettre en cause parce que ça marche pas, tu vois. Donc c'est vraiment garder une approche assez systémique, assez globale et mettre des choses en place qui répondent au contexte plus qu'à la pathologie des fois. Ça va répondre en partie à la pathologie, ou ça va quand même répondre à la pathologie, mais ça va jamais occulter, si tu veux, le contexte et l'environnement qui peut être très changeant. Au niveau de tes séances spécifiques musculation, comme tu disais tout à l'heure, à quelle fréquence tu les mets en place à l'échelle d'une semaine, par exemple, et sur quelle zone tu agis? À minima, on essaie de faire 2 séances de muscu par semaine. Ça peut arriver qu'on en fasse qu'une si on est toute la semaine sur la route ou qu'on est en road trip. Des fois, c'est très compliqué en termes d'infrastructure, si tu veux, de répondre, on va dire, au travail, en tout cas dans lequel on est, au cycle. Donc, en général, tu fais un truc un peu plus poids du corps, tu sais, ou des choses un peu plus légères pour quand même stimuler. Mais sinon, un minima, on essaie d'en faire 2 par semaine. Après, je peux monter jusqu'à 4 en général. C'est rare qu'on dépasse les 4. Quand on fait un format de 4 séances, en général, tu en as deux qui sont un peu plus conséquentes et deux autres qui sont un peu moins conséquentes en termes de volume, en termes d'impact, on va dire. Euh, voilà, et après, ça dépend. Franchement, j'ai fait un peu de tout, si tu veux. Depuis que je suis là, j'ai fait des séances les matins de match. J'ai fait des séances d'après-match directement. Euh, j'ai fait après les séances classiques, si tu veux, avant l'entraînement, après l'entraînement, où tu as une matinée qui est dédiée à ça, faire du renforcement, etc. Mais voilà, après, ça dépend aussi. L'idée, c'est qu'il faut que ça reste envisageable pour la joueuse, quoi, tu vois. Il y a des joueuses qui se voient pas du tout répondre à une contrainte après le match, quoi, tu vois. Si t'as les genoux en carton à la fin du match, bon, faire une séance de muscu, en tout cas bas du corps, c'est pas forcément peut-être la meilleure solution. Donc voilà, mais franchement, moi l'idée c'est que je reste en capacité de répondre à toutes les possibilités. Et en fonction de ça, en fonction du vécu de la joueuse, de son profil, des possibilités qu'on a aussi, je mets ce qu'il y a à mettre en place pour qu'on aille dans le bon sens. Ok.
on a parlé juste avant, alors c'est vrai que j'ai utilisé le terme prévention qui est parfois remis en question. C'est vrai qu'on parle plus de limitation, ou j'ai entendu le terme mitiger le risque. En tout cas, on essaie voilà, d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux, comme tu dis, qui peut faire référence à des choses négatives auprès de la joueuse. Mais qui dit blessure, dit absence. La transition est belle parce que je voulais parler du sujet avec toi parce que tu as été acteur majeur dans ça. J'avais vu avec une cellule qui a gravité autour, mais tu as accompagné il y a quelque temps une joueuse au cours de sa grossesse. Est-ce Ouais. que tu peux nous raconter cette expérience? Ouais. Bah écoute, ouais, elle m'a communiqué ça. Après, comme tu sais, je pense que c'est des fois toujours délicat un peu de faire ces prises en charge-là parce que le statut, on va dire, il est pas très clair, notamment dans le sport de haut niveau féminin. Quand une joueuse tombe enceinte, elle a un statut, entre guillemets, un peu sur le plan administratif, si tu veux, un peu bâtard, si je peux employer le terme. Donc, il a fallu un peu aussi essayer de respecter les contraintes à la fois administratives, on va dire, et à la fois ben, continuer, on va dire, à la soutenir, quoi. Et pas que elle se retrouve à ce qu'on lui dise, bah, vas-y, rendez-vous dans 9 mois et on va retourner, quoi. Donc vis-à-vis de ça, bon, c'est une joueuse avec qui, si tu veux, la relation de confiance était déjà établie depuis plusieurs années. Donc, ça facilitait aussi les choses du fait d'en discuter, du fait de réfléchir ensemble à des solutions, du fait de l'accompagner aussi. Parce que forcément, ben, tu sais comment c'est, en fonction des problématiques qu'elle peut rencontrer, tu peux avoir aussi des conflits d'intérêts qui peuvent s'installer entre la joueuse et le club. Je sais pas, je te dis une bêtise, c'est pas son cas, mais ta grossesse se passe mal, tu dois re-signer, je te dis, voilà, je te donne le cas, ouais. Tu vois, c'est des situations qui sont des fois un peu délicates à gérer. Bon, elle, c'était pas son cas. Donc, dans tous les cas, voilà, il a fallu un petit peu se familiariser à ce contexte-là. Et l'idée, bah, c'était de piloter, on va dire, un peu tout ça avec. Donc, on a fait appel à un deuxième prépa physique parce que moi, ben, je pouvais pas tout lâcher, on va dire, entre guillemets, en termes de mission au club pour m'occuper, parce que ça demande quand même du temps et on va dire de, de la réaction, être en capacité de réagir rapidement aussi en fonction de ces états de forme. Donc, on a fait appel à un deuxième préparateur physique. On a fait appel à une sage-femme aussi. On a fait appel à une prof de yoga. On a fait appel à un diète. Bref, on a mis toute une cellule en place, si tu veux. Alors, ils travaillaient déjà avec nous au club. D'autres que je connaissais qui n'étaient pas forcément en relation avec le club, mais qui étaient des personnes de confiance, comme le préparateur physique encore, ou la prof de yoga que j'ai fait intervenir. Et l'idée, bah, c'était, en fonction des phases de sa grossesse et aussi de ses différents états de forme, bah, qu'on puisse lui apporter une solution pour qu'elle continue à bouger tout en respectant sa santé à elle, la santé de son bébé, et qu'on puisse lui permettre aussi à elle de rester, on va dire, mentalement présente parce que bah, il se passe plein de choses, ton corps se transforme et des fois, comment dire, ta carrière, on va dire, de joueuse de haut niveau peut te paraître comme si c'était il y a 5 ans, quoi, tu vois. Parce que ton corps a tellement changé, tu vis tellement de choses différentes. Enfin, je pense que c'est quand même riche en émotions, si tu veux, donc ça peut vite te faire décrocher. Et l'idée de cette cellule, de cet écosystème autour d'elle, ben, c'était de lui permettre aussi de rester connecté un petit peu à tout ça, tout en prenant soin aussi de sa grossesse, quoi, en gros. Donc on l'a accompagné un peu comme ça sur la saison, l'intersaison aussi. Et en fonction des phases, ben, on faisait plus ou moins intervenir les différents acteurs. Voilà, on a eu aussi ben, sur la fin, on a continué un peu à la suivre, donc on a eu aussi ben, forcément un peu, une fois qu'elle a eu son bébé, la pédiatre aussi qui permettait de nous aider un petit peu par rapport à tout ça. Le gynécologue également, on a eu le gynéco aussi, je te dis sage-femme, mais le gynéco aussi, qui nous donne aussi les feux verts médicaux, si tu veux, sur certains trucs où bah, tu n'as pas les compétences, hein, même si tu connais la théorie, tu sais pas, normalement, il faut un truc concret, quoi. Et en général, c'est le médical qui te le donne, qui te dit, OK, les gars, vous pouvez y aller, feu vert là-dessus, feu vert là-dessus.
Donc nous, ça nous a balisé un peu le chemin, tout ça, si tu veux. Le secteur médical nous a balisé le chemin pour après nous mettre en place les différentes, on va dire, thématiques physiques qu'on voulait mettre. Voilà. Ouais, c'est super. C'est super. Ouais. J'ai rencontré il y a quelques mois, lors d'une conférence dans laquelle j'intervenais, Carole Maître, la gynécologue de l'INSEP. Et du coup, on parlait de toutes ces problématiques-là, et encore plus du coup dans le sport de haut niveau, mais de pouvoir maintenir une activité physique qui a énormément d'effets bénéfiques. Maintenant, c'est plus à prouver sur la santé de la femme et sûrement du bébé pour plus tard, et qui favorisera aussi le retour à l'activité physique après accouchement. En tout cas, c'est ça. Et, c'était marrant parce que si tu veux, pendant sa phase de grossesse, bah forcément, c'est une grosse phase de doute parce que tu fais entre guillemets contre-perf sur contre-perf. Tu fais un truc, tu sais que ça, c'est censé, dans ta tête, c'est censé passer comme une lettre à la poste, ce type d'effort-là. Et puis tu te rends compte que en fait, bah, tu ne termines pas, quoi. Ou que c'est à milieu de ce que tu faisais avant sur un terrain de basket, en termes d'intensité, en termes d'attention même. Voilà, où tu sens que tu fatigues très vite. Par contre, et c'est là où je pense que la grossesse est un vrai booster hormonal au niveau de ça, c'est que ce qui était assez surprenant, alors c'est déjà de base déjà une athlète. Donc elle avait quand même, si tu veux, un terrain et un patrimoine qui lui permettait aussi, si tu veux, de s'exprimer athlétiquement. Mais quand elle est revenue, quand on a fait sa dernière phase, si tu veux, si on peut appeler ça de réathlétisation, si tu veux, pour un retour à la compétition et un retour, on va dire, à la normale en termes d'entraînement et de compétition, elle a fait ses meilleurs scores all-time sur tous les trucs qu'on a pu évaluer, quoi. Et que ce soit en termes de niveau de force, que ce soit en termes de vitesse, d'agilité, que ce soit en termes de masse grasse, même si tu veux, elle avait un rapport poids-puissance qu'elle a jamais eu auparavant. Alors ça l'a effrayé un peu parce que comme c'était une joueuse du secteur intérieur, tu sais, dans le secteur intérieur, c'est des gros gabarits, il faut toujours être un peu lourd, quoi. C'est pas bon d'être un peu trop frêle parce que sinon tu te fais un peu secouer, quoi. Donc elle avait un peu peur par rapport à ça, mais en fait, bah non, en fait, il a juste fallu comment dire, qu'elle ait une petite phase d'adaptation. Et au contraire, maintenant, en fait, c'est une joueuse qui est hyper rapide dans la raquette, et qui peut jouer, on va dire, avec ses rapports poids-puissance en termes de vitesse, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant aussi. Mais ouais, ouais, c'est les grosses surprises qu'on a eues, si tu veux. Nous, on s'attendait à, on va dire, un retour aux performances standards, mais non, non, elle est passée au-dessus, elle est passée au-dessus, quoi. Donc ça aussi, c'est gratifiant, on va dire, parce que tu te dis, ouais, la grossesse, ça va être un handicap pour la suite de ma carrière, mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Ouais, c'est bien de le rappeler. Et c'est vrai que il y a beaucoup de témoignages qui confirment ce que tu dis, hein. C'est vrai que j'avais eu le cas avec des escrimeuses et le cas dans d'autres activités aussi, euh, où on retrouve enfin, du moins assez facilement son niveau, et on le dépasse, comme tu dis. C'est vrai que et en tout état de fait, le travail qui a été fait en amont agit forcément sur ce retour-là et sur ces qualités qu'on retrouve, forcément. Euh, Au jour d'aujourd'hui, quels aspects te semblent, disons, indispensables, toi, dans ta pratique du quotidien? Par rapport à mon métier, tu veux dire? Yes. Euh, Par rapport à mon métier, pour moi, les aspects indispensables, ça va être, tu veux dire dans mon intervention ou dans mon système de travail? Dans ton système de travail, là, actuellement, qu'est-ce qui est pour toi indispensable dans ton travail? Euh, Indispensable, je dirais, je vais te mettre l'humain d'abord, un contact qui soit sain, si tu veux, et qui soit facile auprès des joueuses. Parce que, notamment avec un public féminin, je pense que ça résout énormément de problèmes. Et quand elles voient que tu te soucies, pas forcément que du résultat de l'équipe, mais aussi de la place qu'elles occupent, et comment dire, de l'importance aussi qu'elles ont dans le dispositif. Ça permet de faciliter plein de choses qui arrivent derrière, comme le fait d'encadrer les séances.
le fait de leur demander des choses, des fois de leur demander des choses qui sont pas forcément agréables à faire, tu vois. Tout ça, ça permet déjà d'amorcer tout ce qui va arriver derrière. Quand je dis tout ce qui va arriver derrière, c'est par exemple aussi les outils de suivi. Aujourd'hui, ben, bien évidemment, ça demande des contraintes supplémentaires aux joueuses parce qu'il faut remplir des questionnaires, parce qu'il faut porter des brassières, parce que tu vois, c'est tous des aspects qu'avant, tu n'avais pas forcément. Tu arrivais sur un terrain, tu prenais un ballon, tu jouais. Aujourd'hui, on essaie d'optimiser, d'avoir du rendement et de mieux comprendre aussi ce qu'on fait parce que pour moi, la place de tous ces outils-là, c'est nous, en tant que staff, en priorité, comprendre ce qu'on fait et l'impact qu'on a auprès des joueuses. Donc, dans un deuxième temps, après, je te dirai les outils de suivi aussi. Parce que, mine de rien, avant d'évaluer la joueuse, ça permet d'évaluer surtout le travail qu'on applique, en fait. Parce qu'on est responsable des contenus d'entraînement, on est responsable de l'agencement des séances d'entraînement dans la semaine. Et tout ça, forcément, ça impacte fortement le résultat en compétition. Pas à 100%, mais ça impacte fortement quand même. Et du coup, ces outils-là, ils permettent quand même de garder, on va dire, une certaine objectivité, euh, un certain feedback et une certaine remise en question sur le travail qu'on met en place au quotidien, de manière hebdomadaire ou de manière, on va dire, mensuelle, si tu veux, sur des cycles, sur des phases. Donc en numéro 2, je dirais peut-être ces outils de suivi-là. Tout à l'heure, je te parlais de contact et de communication, je le mets au même niveau qu'avec le staff, hein. Je parlais des joueuses, mais je mets au même niveau. Avoir un staff qui t'écoute, avoir un staff qui te fait confiance et qui te permet de mettre des choses en place, enfin, c'est déterminant pour dire si tu vas réussir ou pas aussi à faire ce que tu veux. Donc, euh, donc ça, c'est clair que c'est indispensable. Et puis dans un troisième temps, je dirais bah, avoir de la méthodologie, des méthodologies, une boîte à outils assez importante, si tu veux, pour pouvoir répondre, on en parlait tout à l'heure, mais pour pouvoir répondre aux différents contextes, aux différentes problématiques qui se posent. Alors, c'est assez général ce que je dis, hein, mais comme je te disais, si je devais imager ça, ben voilà, avoir une boîte à outils, si je prends une séance de musculation, avoir une boîte à outils assez grande pour savoir qu'est-ce que je vais mettre si jamais la joueuse elle veut faire une séance de musculation après le match, avant un entraînement, après un entraînement, à différents moments de la semaine, du coup dans différentes temporalités et dans différents intervalles. Donc avoir une boîte à outils, on va dire, en termes de compétences et de méthodes qui soit assez grande aussi pour pouvoir répondre à toutes les problématiques qui peuvent se poser, quoi. C'est les Ouais. trois que on va dire, si je vais te faire un top 3 c'est les trois que je mettrais en avant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu parlais de suivi. Est-ce que tu fais avec le staff un suivi aussi du cycle menstruel? Est-ce que vous avez un œil là-dessus? Et des discussions, tu parlais dans la relation de confiance avec la joueuse. Est-ce que c'est des Ouais, choses que tu abordes? ouais, on le fait en général. Alors, sur le suivi du cycle menstruel, on a un questionnaire, en fait, on va dire, on a une question dans le questionnaire, on a un questionnaire de suivi, si tu veux, qui est subjectif, du coup, qui te demande comment tu as vécu la séance. Et à la fin du questionnaire, tu réponds par oui ou par non, à la question sur les menstruations. Euh, alors pour moi, il y a deux choses. C'est marrant parce que enfin, c'est souvent des questions qui reviennent. Je sais pas si c'est ton cas, mais c'est souvent des questions qui reviennent au préparateur physique. Et je trouve que c'est des questions qui doivent revenir plus au pôle médical. Mais tu vois, sur toutes ces histoires de cycle menstruel, même si on est amené à adapter, entre guillemets, parfois, et encore même ça, c'est discutable, parfois la charge d'entraînement sur le cycle menstruel, c'est quand même, encore une fois, le médical ou paramédical au moins, qui est censé, entre guillemets, pour moi, nous donner la marche à suivre, quoi, vis-à-vis de tout ça. Donc moi, la question que je mets en général dans mon questionnaire, c'est pour informer à la fois le staff et moi le savoir également, c'est si elles ont oui ou non leur menstruation. Voilà. C'est la seule question qu'on a entre guillemets dans le questionnaire. Après, je sais qu'il existe des applications un peu plus poussées en termes de suivi, mais encore une fois, c'est pareil. Ça demande une technologie supplémentaire que tu vas rajouter. Et du coup, forcément, ça va aussi surcharger, si tu veux,
tout cet afflux de technologies qu'il peut y avoir autour de la performance, de l'entraînement, etc. Et deuxièmement, je veux pas trop rentrer, si tu veux, et en tout cas, je veux pas basculer ou dépasser la frontière du secret médical non plus. Parce que tu peux avoir des joueuses qui ont des problématiques autour du cycle menstruel, qui ont des problématiques autour de leur intimité. Et ça, pour moi, je dois en être informé peut-être, pour en tout cas être conscient de ce que je fais et pourquoi je le fais. Mais de là à basculer dans un suivi de ça, pour moi, on est un peu border, si tu veux, dans les fonctions justement de préparation physique, de supervision, etc. Pour moi, je dois avoir un référent en tout cas au-dessus de ça qui est plus du secteur médical. En tout cas, dans mon rôle. Donc moi, je le vois un peu plus comme ça. Donc il y a un suivi qui est fait. Alors, une adaptation, oui et non, si tu veux, dans le sens où tu m'as demandé suivi et adaptation, tu m'as demandé juste suivi. Mais tu peux enchaîner sur l'adaptation si tu as des choses à dire, ça m'intéresse. Ouais, alors sur l'adaptation, si tu veux, je pense qu'il faut. Alors je sais qu'il y a comment dire, un sujet autour de ça. Tout le monde y va de sa plume sur le fait d'adapter les charges d'entraînement comment dire, au cycle menstruel, aux différentes phases, etc. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent. Euh, mais moi, de tout ce que j'ai pu lire et de tout ce que j'ai pu, entre guillemets, me former là-dessus, le problème, c'est toujours le même. C'est que dès qu'il y a, on va dire, un- comment on appelle ça, une pilule, mais du coup, un moyen de contraception, pardon, dès qu'il y a un moyen de contraception, tout est remis en jeu. Les cartes sont redistribuées parce que c'est un régulateur hormonal et qu'en fonction du dosage et du machin, etc., ben, tu sais plus trop dans quel sens ça part. Donc déjà dans ton équipe, tu peux avoir une grosse disparité entre les joueuses qui sont sous moyen de contraception, les joueuses qui ne le sont pas. Donc déjà, ça te fout rapidement, entre guillemets, si je peux dire, un sacré bordel. Euh, donc c'est pour ça que je préfère garder vis-à-vis de ça euh, une approche qui est systémique. Pour moi, ça sera jamais un prisme en fait, les menstruations, et ça sera jamais une porte d'entrée. Ça sera un élément du système que je prendrai en compte dans la régulation des charges, mais ça dépassera jamais le système, si tu veux. Aujourd'hui, des fois, de ce que tu peux lire, tu as des gens qui adaptent tout à ça. Et les contenus d'entraînement, et les séances de musculation, etc., etc. Et en fait, enfin, il y a des portes de communication, si tu veux, entre et le cycle menstruel, mais et la fatigue éprouvée par un déplacement, par une compétition. Tout ça, ça communique en fait. C'est pas dans un sens unique, si tu veux. Donc, je préfère pour pas trop me tromper, si tu veux, et en tout cas pas faire fausse route dans mes raisonnements. Euh, M'informer, être suffisamment informé, avoir suffisamment de connaissances là-dessus en tout cas, et le prendre comme un élément du système qui varie, mais pas comme une porte d'entrée pour adapter mes charges de travail ou mes contenus d'entraînement. Mm. Voilà en gros un peu, ce que je fais. Ouais, c'est très clair et je me retrouve assez là-dedans par rapport au système que tu évoques. Excuse-moi, il y a un mirage qui passe, je ne sais pas si tu l'entends. Par rapport au système, c'est vrai que et je pense que l'élément central dans tout ça, c'est déjà que forcément le médical doit pouvoir être une ressource. Mais au-delà de ça, c'est que les joueuses, alors c'est vrai que de plus en plus depuis ces dernières années, on en parle. Il y a des articles, il y a des vidéos, il y a des podcasts. Euh, les joueuses doivent aussi être formées parce que à leur échelle, sur leur référentiel, c'est elles-mêmes qui vont pouvoir adapter et réguler voilà, leur investissement et surtout leur récup, leur manière de s'alimenter durant les phases de cycle. Et dans tous les cas, j'étais encore à une conférence à Marcoussis il y a peu de temps. Il n'y a aucun consensus actuellement sur des gains ou des pertes de performance C'est pour sur ça. les Tu l'as vu différents. passer? Il y a une étude qui est passée là-dessus justement où c'est, enfin, t'as pas de statut clairement établi. C'est tout. Voilà, pas de consensus et de toute façon, dans toutes les disciplines, notamment les disciplines d'athlétisme,
qui sont des sports individuels. Il y a des records qui ont été battus dans toutes les phases du cycle. C'est juste que voilà, il faut arriver à comprendre la joueuse, à lui faire comprendre aussi quels sont ses symptômes. Euh, Est-ce que je peux m'entraîner, jouer avec ces symptômes? La plupart du temps, oui. Est-ce que je peux réguler ces symptômes? Oui. Voilà, il faut simplement arriver à comprendre chaque joueuse. Et pour l'instant, il peut y avoir aussi des fluctuations d'un cycle à l'autre, des symptômes qui apparaissent ou pas, des cycles qui peuvent être irréguliers, des cycles non douloureux, des cycles douloureux. Voilà, je pense qu'il faut arriver à pouvoir échanger et pas voilà, glorifier ce suivi, mais simplement être dans l'échange et dans la relation de confiance, comme tu dis, pour un C'est meilleur ça. suivi. À la fin, moi l'objectif, il est toujours le même, c'est l'accompagner. Et l'accompagner, ça veut dire aussi qu'elle soit en capacité de prendre les bonnes décisions sur l'instant T, parce que ben, moi, je suis pas dans son corps à la joueuse. Donc, comme tu dis, quand elle a des règles douloureuses, euh, elle est en plein entraînement, je sais pas, il y a des douleurs qui lui prennent. Euh, Enfin, tu verras pas, hey coach, coach, coach. Enfin, tu vois. Et donc, Mhm. l'idée, c'est qu'elle ait les outils aussi pour être autonome là-dedans, parce que l'idée, c'est en termes de confiance en soi aussi, tu vois. C'est ouais, je suis en capacité de réguler mon corps et je suis en capacité de faire les bons choix pour continuer à performer. Parce que mine de rien, il y a un autre, on va dire, levier là-dedans, c'est que ça reste en tout cas pour les joueuses professionnelles, ça reste leur façon de gagner leur vie. Donc, c'est compliqué des fois de faire une contre-performance, notamment avec toutes les pressions que tu peux avoir, que ce soit en termes de résultats, hein, médiatiques ou autres, peu importe. Mais du coup, c'est pour ça que je parle de les accompagner là-dedans. Et comme tu dis, les suffisamment, en tout cas, s'assurer, parce qu'il y en a qui le sont suffisamment, mais s'assurer qu'elles soient suffisamment informées sur bah, les bonnes conduites à adopter et les conduites à éviter en fonction bah, des phases du cycle, des symptômes que tu peux avoir. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment plus ça le combat que réellement adapter les contenus parce que la vérité, c'est que ça tombe un jour de finale, il y a une compétition. Si elle s'est jamais préparée, qu'on a toujours tout adapté à son cycle mensuel et que ce jour-là, ça tombe sur un jour de compétition, je suis pas sûr que l'adversaire en face, il adapte quoi que ce soit, si tu veux. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi qu'elle soit, alors sans les mettre en danger, bien évidemment, hein, mais qu'elle soit plus dans une capacité à gérer ça que vraiment à devoir, on va dire, tout réguler, notamment vers le bas, etc. Et que c'est presque un risque de désentraînement, si tu veux, et c'est pas dit que tu l'exposes pas plus à se blesser le jour J de la compétition, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche beaucoup plus systémique, comme tu expliquais. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est un peu notre rôle. Là, on parle du public féminin, mais c'est un peu le rôle de tout coach, de tout préparateur physique, parce qu'au-delà de ça, on est des entraîneurs. Même si c'est pas bon, disons, dans un business, si tu fais du coaching individuel ou autre, mais à terme, l'objectif pour nous, c'est de former les athlètes, de les éduquer, et que Bien sûr. plus tard, dans un futur plus ou moins proche, ils soient capables ou en capacité, du moins, hein, de se gérer et voilà, donner des billes, comme tu dis, à l'athlète, notamment aux jeunes qui arrivent, leur expliquer qu'on peut lever des tensions articulaires, musculaires via du travail de respiration, on peut gérer via du travail de massage. Voilà, il y a plein d'aspects via la nutrition également. Il y a plein de leviers qu'on peut utiliser. Tu Moi, nous as parlé, mon, excuse. Vas-y. Ouais. Je disais, moi, mon objectif, alors dans ça, comme dans tout, comme tu faisais référence à l'entraînement, mais moi, en fait, si tu veux, un des signaux qui me dit que ma mission, en tout cas, elle est réussie auprès de la joueuse, c'est quand, en général, la joueuse, elle comprend là où je veux l'amener, et que parfois même, c'est elle qui m'amène des régulations. C'est-à-dire que c'est elle qui va te proposer un truc pertinent pour le contenu de ta séance des fois. Alors ça, plus en individuel, parce que sur du entraînement collectif, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est parfois elle qui va de par ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle va te communiquer, c'est presque elle, entre guillemets, qui va te proposer une solution qui va être beaucoup plus adaptée pour être performante que ce que tu as prévu à la base, si tu veux. Ça, pour moi, c'est un des trucs forts, si tu veux, qui me dit que ok, la relation, elle est propre, elle est saine, elle est bien établie et elle est efficace, surtout. Parfait. Tu nous as parlé du coup des indispensables. Et est-ce que il y a des choses qui, dans l'idéal, t'aimerais intégrer là aujourd'hui dans ta pratique? Est-ce qu'il y a des manques? Euh,
Le temps. Euh, Des journées de non, 26 heures. non. Hein? Des journées de 26 heures. Ouais, c'est ça. Non, non. Bah, je dirais peut-être un peu plus de. J'essaie de tendre de plus en plus vers évaluer de manière, on va dire, systématique, mais pas à travers un test, tu sais, qui soit coûteux, on va dire, à la fois en termes de temps, de matériel, etc., mais plutôt avoir des exercices ou des situations, essayer de référencer, tu vois, créer notre propre batterie. Alors, je sais pas si on peut appeler ça test si tu veux, mais d'exercices de référence ou d'exercices test si tu veux, qui nous permettent de, d'évaluer de manière rapide, efficace, si tu veux, et assez fiable nos joueuses sur la saison, sans perdre le fil, on va dire, comment dire, de, de la performance et de leur développement. Euh, alors, je dis développement, des fois c'est compliqué parce que quand tu joues 2 matchs par semaine, la vérité c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent en pré-saison et qu'après, en général, tu viens plutôt à colmater, on va dire, à colmater et à tamponner un petit peu les effets des déplacements, des compétitions et toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment avoir, en tout cas, à travers tout ça, justement, comme c'est des situations assez chaotiques en saison, quand même des points de référence qui me permettent à la fois d'évaluer le contenu qu'on met en place, nous, et de nous dire, OK, là, attention, il y a une petite baisse de régime, il faut qu'on fasse gaffe. Mais de manière assez terrain, si tu veux, de manière assez visuelle, de manière assez métrique aussi sur le terrain. Et voilà, et aussi que la joueuse aussi puisse avoir des points de repère, en fait, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque aussi, c'est que nous, on les évalue, on fait nos tests, on fait nos machins, etc. Ça nous parle à nous, mais la joueuse, c'est très loin du terrain pour elle, si tu veux, c'est très loin de tout ce qu'elle peut faire, en tout cas au quotidien. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que vraiment, tous ces exercices-là, ils ressemblent de plus en plus à ce qu'elle fait au quotidien et de moins en moins à ce qu'elle peut faire une fois tous les mois, tu vois. Et d'avoir un peu des situations assez rapidement, assez référencées comme ça, qui te permettent d'être mises en place de manière rapide et qui te donnent très rapidement une tendance sur où elle en est. Et après, toi, tu cherches pourquoi, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment le truc que je pense sur lequel je travaille qui me manque. Et après, je dirais, bah, on est un sport quand même, en tout cas dans le basket féminin, tu vois, l'arrivée des outils de technologie, c'est pas si vieux, quoi. Nous, on est équipé en balise, on est équipé sur une plateforme de suivi, mais c'est pas le cas de toutes les équipes. Donc, je dirais un peu de matériel d'évaluation, peut-être, tu vois, sur lequel on peut s'appuyer un peu plus. Mais encore une fois, toujours dans cette philosophie je te prends l'exemple des cellules photoélectriques si tu veux, mais voilà, ça peut, tu peux les poser, elles font leur exercice, ça prend le temps à la volée, et tu as quand même des références, mais elles restent dans l'exercice, quoi. Et elles rentrent pas dans le protocole d'évaluation qui te sort un peu de ta sensibilité. Non, c'est un exercice, c'est juste il est calibré et on sort des data un petit peu de ça. Comme peuvent le faire les balises au final sur un match ou autre, quoi. Ouais, ouais, c'est des évaluations en situation en fait. Tout ce qui est modélisation in situ actuellement avec les GPS dans le foot. L'objectif, c'est d'arriver à extrapoler des données qu'on peut faire via des tests, mais en situation de terrain pour que le joueur ou la joueuse n'ait pas l'impression de travailler et que ça te donne des éléments de suivi longitudinal. Ouais. Parfait, parfait tout ça. C'est passionnant. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des podcasts à partager là, si tu en as deux, trois? Alors, qu'est-ce que... Je réfléchis. Peu importe, pas forcément après la préparation physique, ça Ce peut être. que tu aimerais partager, ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu, j'ai commandé un livre assez curieux, assez curieux. J'ai lu la quatrième de couverture et je l'ai pas encore ouvert par contre. Donc, je vais te partager parce que je l'ai pas encore ouvert, mais il a attisé ma curiosité. Et du coup, ça s'appelle Le complexe de la tortue. Euh, et ça parle de comment oser briller entre guillemets. Euh, et, euh, éviter l'auto-sabotage. Donc, je trouvais ça super intéressant en lisant le titre et, euh, et la quatrième de couverture. Donc, ça t'explique en gros tout ce qui. Des fois, tu sais, c'est bien de passer par tout ce qu'il faut pas faire, comprendre tout ce qu'il faut pas faire pour mieux comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, voilà.
Et un bouquin que je lis ce temps-ci, encore rien à voir avec la prépa physique, je suis désolé, mais c'est Les 48 lois du pouvoir de, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Robert Greene, c'est une couverture rouge. Et en fait, qui t'explique un petit peu les. Donc, t'as 48 lois, tu as une petite histoire, une petite anecdote par loi, si tu veux, et qui t'explique un petit peu les différents rouages de l'interaction entre guillemets entre les gens, entre les humains. Alors toujours autour d'une relation de pouvoir, hein, forcément, mais en tout cas, c'est plein de morale, on va dire, si tu veux. Donc c'est super intéressant parce que c'est toujours autour de ce qui s'est passé de manière historique, si tu veux. Donc des fois, tu as des anecdotes sur, bon, je te donne un exemple. Euh, l'Empire chinois, des choses comme ça, si tu veux, où il y a eu des relations entre les gens. Et en gros, qu'est-ce qui se passe quand tu respectes la règle et qu'est-ce qui se passe quand tu respectes pas la règle. Et tu as toujours une petite morale à la fin, type un peu Fable de La Fontaine, tu sais. Donc je trouve ça assez intéressant à lire, tu vois, et ça balaye plein de contextes différents. Donc t'es pas forcément dans, tu peux te retrouver comme tu disais une fois dans l'Empire chinois et après tu peux rebasculer dans les années 1900 et il t'explique un autre truc, tu vois, dans les années 1900. Donc là c'est deux bouquins que je lisais un peu récemment. Je Ok. t'épargne les bouquins en vogue, type les France Bosch, etc. C'est des trucs un peu plus atypiques. Ouais. Ah ouais, c'est bien, ça me plaît, j'aime bien aussi sortir du cadre parce que je pense qu'on s'enrichit aussi de tout ce qu'on peut recevoir en termes de développement sur Exactement. des ouvrages Et ou... un petit troisième peut-être qui colle un peu plus à ça, plus au monde du sport en tout cas, c'est le bouquin qu'a sorti Martin Buchet, je crois, sur Eagles et la place de l'ego, ouais, et la place de l'ego dans le sport de haut niveau et comment c'est des fois aux antipodes des codes de la société. Il est assez intéressant aussi, il est plein de Ok, petites richesses. c'est noté. Pour conclure, est-ce que tu as une idée de personnes, de collègues que je pourrais à me conseiller, que je pourrais inviter dans de futurs épisodes? Prépa physique? Ce que tu veux. Euh, Quelqu'un que tu aimerais entendre. je réfléchis. J'entends déjà beaucoup, mais je sais qu'il est friand de ça aussi. Donc, il aurait peut-être. Alors, il a un podcast aussi, donc peut-être vous pourrez vous inviter après, si tu veux, en retour, vous verrez ça ensemble. Mais qui est intéressant, il y a Étienne Dulidon, qui est l'ostéopathe du club, et qui fait déjà ses podcasts, etc. Et qui est quelqu'un de très inspirant, en tout cas, et de très curieux. Donc pour ça, il est super intéressant. Je suis un Euh, grand fan et ça serait un plaisir de l'avoir sur le podcast. ouais. Donc, je te dirais lui. Et après, un collègue un peu plus que j'apprécie. Je sais pas si tu as déjà eu un podcast. Désolé, j'ai pas fait tous tes podcasts. Mais là, le premier qui me vient, ça serait Fred Marcerou, qui pour moi est super intéressant dans le sens où je l'ai suivi pendant, je suis toujours d'ailleurs, hein, mais pendant un petit moment et j'aime l'écouter parce qu'il est assez terre à terre, si tu veux, et il garde les choses importantes au centre des processus. Et puis, je pense qu'il y a une grosse expérience aussi du haut niveau, de toutes ces choses-là. Ouais, donc, bon, Vas-y, j'ai lancé, tu peux reprendre sur... Au pire, reparle sur... tu peux reparler de Fred Marcerou dès le départ et comme ça, je fais l'assemblage de deux parties. et sur Fred, ouais, du coup, Fred, c'est quelqu'un que je suis peut-être depuis qu'il a son blog, avec qui j'échange, que j'ai eu en formation, tu vois, c'est une des personnes que je voulais rencontrer sur la formation après le master et que j'ai rencontré, tu vois, parce que j'aimais ce qu'il véhiculait, on va dire, à travers son système d'entraînement, sa philosophie. Euh, et voilà. Et puis c'est quelqu'un qui adore expérimenter, mais vraiment depuis le terrain, si tu veux. Donc moi, ça me plaît. Euh, et du coup, ouais, les échanges sont toujours assez francs et honnêtes avec lui. Donc c'est toujours cool de s'entretenir avec des gens comme ça.
Et puis, il a beaucoup évolué avec sa plateforme. Bon, il est sorti du haut niveau maintenant, mais il a beaucoup évolué avec sa plateforme qui est d'une richesse d'ailleurs et d'une qualité assez pertinente. Et voilà, donc je pense que ouais, ça peut vraiment être intéressant. Il s'est beaucoup formé, il a vu beaucoup de haut niveau et il continue à s'entraîner et à développer des choses. Donc, pour moi, il remplit les cases, toutes ces cases pour avoir une bonne discussion avec lui. Ouais, en tout cas, ça serait un grand plaisir de les avoir au micro pour échanger sur toutes les problématiques d'entraînement et leur vision aussi. C'est vrai que autant l'un que l'autre, que ce soit Étienne sur le côté vraiment holistique et vision large que j'aime bien sur sa vision d'ostéo qui ouvre vraiment beaucoup de portes avec ses invités. C'est hyper intéressant. Et Fred sur sa, sur sa vision, comme tu dis, du système d'entraînement et tout le système aussi qu'il a pu mettre en place de mise en relation, les coachs les uns Ouais. envers les autres, d'échanges, de partage qui tirent tout le monde vers le haut. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Merci Claudio, je me suis vraiment éclaté. Merci à toi, c'était cool. C'était cool.